On a rencontré des gens, 24 ans après, ils se souviennent, un peu comme avec le 11 septembre, ils se souviennent d'où ils étaient, de ce qu'ils faisaient le jour où ils ont appris le tunnel et surtout de cette longueur interminable des 3 jours où on n'arrive pas à venir à bout de cet incendie. Avec notre invitée donc aujourd'hui, c'est Lucille Berland avec son documentaire donc qu'elle co-signe avec Mathieu Goasguen, Tunnel du Mont Blanc, les leçons de l'incendie. Elle est avec nous justement en visio. Bonjour Lucille. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. On rappelle donc, c'était il y a quasiment 24 ans, jour pour jour. Il était 10h53. Nous étions le 24 mars 1999. Un incendie s'est déclaré dans le tunnel du Mont Blanc, faisant 39 victimes. Un documentaire que l'on va pouvoir vivre grâce à vous sur France 3, justement, à 23h15, comme on le disait. Comment vous est venue l'idée, justement, de réaliser ce documentaire 24 ans après la catastrophe ? Alors, c'est un drame qui a marqué énormément les esprits dans la région, comme plusieurs drames, mais la particularité de celui-ci, c'est quand même déjà le nombre de victimes, qui a été le plus important dans un tunnel au monde. À l'époque, quand c'est arrivé, il n'y avait jamais eu autant de morts dans un incendie de tunnel au monde, et depuis lors, il n'y a jamais eu un bilan aussi lourd. 39 morts dans un tunnel. Donc déjà, c'était le caractère exceptionnel de ce drame. Mais c'est aussi et surtout les conséquences de ce drame. C'est-à-dire que parfois, on ne tire pas forcément les leçons quand il y a un drame qui survient, un drame collectif. Et là, c'est vrai qu'avec le drame du tunnel du Mont Blanc, on est sur un cas d'école où il y a eu énormément de conséquences par la suite et de changements. On pourrait dire que c'est un drame qui a été quelque part utile, qui a servi d'électrochoc, et notamment pour des changements législatifs et réglementaires pour bien mieux sécuriser les tunnels, ces milieux confinés où quand un feu se déclare, c'est bien plus difficile d'en venir à bout que dans un milieu extérieur, par exemple. Alors Lucille Berland, vous le disiez, l'axe de votre documentaire, c'est de voir quelles ont été les conséquences de ce drame. Pour en revenir un peu aux prémices de ce documentaire, ça vous a pris combien de temps ? Vous avez commencé quand ? Alors on a commencé à s'y plonger, on va dire mi-août de l'année dernière. Donc c'est un travail qui représente à peu près 6 mois. 6 mois, mais j'étais loin d'être toute seule, évidemment. Il y avait Mathieu Goasguen à la co-réalisation, mon collègue, qui était aussi au montage. Et puis, comme dans tout documentaire, il y a eu 3 phases. Il y a eu d'abord une phase d'enquête où on lit énormément, on passe des coups de fil, on échange avec des personnes, par exemple d'autres journalistes, des confrères locaux ou régionaux qui ont travaillé sur le sujet. J'ai échangé pas mal avec des journalistes de France 3, par exemple, de France 3 à Grenoble, notamment Valérie Chastelan qui est dans le documentaire, qui est super. Antoine Chandelier du Dauphiné Libéré. Des collègues qui connaissent très bien le coin, parce que moi, il faut savoir que je vis en région parisienne et donc j'ai découvert aussi cette région à travers le documentaire. Et dans cette phase d'enquête, il y a aussi toute une phase de visionnage d'archives, parce que c'est un documentaire d'archives, vous le verrez. Il y a beaucoup d'images de l'époque. Et donc, c'est visionné entre 400 et 500 vidéos, plus ou moins longues, de reportages, de documentaires qui ont déjà été faits sur le sujet, de témoignages. Puis ensuite, une phase de tournage, puis ensuite, entre 5 et 6 semaines de montage. Avant de faire ce documentaire, Lucille Berland, sur la catastrophe du tunnel du Mont Blanc, vous saviez quoi de cet événement ? Assez peu de choses. C'est-à-dire, je pense, à peu près ce que savent les personnes qui ne sont pas du coin et qui l'ont vécu de l'extérieur, de manière à la fois, ça peut paraître paradoxal, mais de manière à la fois distanciée, parce que c'est un lieu qu'ils ne connaissaient pas vraiment, si vous n'êtes pas de la région, tandis que les gens de la région le prennent régulièrement, donc ils le vivent d'encore plus près forcément. Et parfois aussi, ils ont perdu des personnes qu'ils connaissaient. Mais de manière à la fois hyper émotionnelle, c'est-à-dire que nous, on a rencontré des gens, 24 ans après, ils se souviennent, un peu comme avec le 11 septembre, ils se souviennent d'où ils étaient, de ce qu'ils faisaient le jour où ils ont appris le tunnel, et surtout de cette longueur interminable des 3 jours où
On n'arrive pas à venir à bout de cet incendie. On ne sait pas combien de personnes il y a à l'intérieur. Et le bilan grandit jour après jour. Et c'est ce qui a vraiment contribué au trauma et à le marquer dans les esprits. À une époque où il n'y avait pas autant de réseaux sociaux, il n'y avait pas autant on suivait pas, on suivait ça notamment par le 20h. Et en fait, si vous regardez les 3 20h, celui du mardi, mercredi, jeudi, 24, 25, 26 mars, vous voyez le bilan qui grossit et on passe de la petite, du petit accident, du petit incendie au drame inexorable. Et le bilan va être très long à être arrêté définitivement, mais il s'élèvera à 39 morts. Donc c'est vraiment quelque chose qui a énormément marqué. Lucille Berland, donc co-réalisatrice de Tunnel du Mont Blanc, les leçons de l'incendie qui sera en diffusion sur France 3 à 23h15. Mais aujourd'hui, évidemment, l'air est aussi au replay. Vous pourrez le redécouvrir après sur les plateformes streaming de France Télévisions. Vous parliez donc de charge émotionnelle quand qu'on soit près ou de loin. Évidemment, si on est près, c'est encore pire. Quand on traite d'un sujet comme cela, on a un peu l'impression au final de tirer sur une pelote de laine, et surtout quand on voit les manquements à la sécurité qui ont eu la suite que l'on connaît, c'est-à-dire 39 victimes, c'est-à-dire vous donner quelques indications, par exemple la mauvaise formation des pompiers qui ne s'étaient jamais entraînés en milieu confiné, le fait complètement incroyable, je l'ai découvert parce que j'ai regardé évidemment le documentaire hier en avant-première, le fait que les embouts des lances à incendie dans le tunnel du Mont Blanc ne sont pas compatibles avec les gaines et les tuyaux des pompiers de Chamonix. Tout ça doit encore vous rajouter, alors que vous êtes loin entre guillemets de cette situation, vous étiez même très très jeune à mon avis au moment des faits, ça a dû rajouter encore de la colère et pas forcément l'envie de faire un acte militant, mais l'envie vraiment d'aller au bout des choses et de bien traiter ce sujet dans ce documentaire. Oui, tout à fait, parce qu'il y a une phrase qui le résume très très bien dans le documentaire. Il me semble que c'est le président du procès qui a géré le procès à Bonneville 6 ans plus tard, donc en 2005, le procès de l'incendie du tunnel, qui le dit très bien. Il dit mais en fait, le tribunal a statué dans son jugement final que ce drame aurait pu être évité. Et ça, c'est glaçant. Je veux dire, quand on est... moi, ça faisait que 3 mois que je bossais sur la question quand il me dit ça en interview. Mais en réalité, imaginez que vous êtes Marie-Ange Chantelot, que vous allez voir dans le documentaire, que vous avez perdu du jour au lendemain votre mère, votre sœur qui allait se marier, qui allait faire un bébé l'année suivante avec son fiancé, et votre futur beau-frère, du coup, du jour au lendemain, ils sont partis, ils revenaient d'une semaine de vacances à Chamonix, ils avaient skié la veille, et là, ils repartaient le matin tranquillement. Elle les a jamais revus. Et vous entendez ça, vous entendez quelqu'un qui a enquêté là-dessus, qui dit, qui a présidé le procès, et qui dit ce drame aurait pu être évité. Bien sûr que c'est glaçant, et que ça pousse à 2 choses. Ça pousse à aller fouiller l'étendue des dysfonctionnements qu'il y a eu dans ce drame. Et en fait, c'est cette accumulation de dysfonctionnements, comme vous dites, le fait que le tunnel n'avait jamais organisé d'exercice pour que les pompiers puissent s'entraîner dans ce tunnel, parce que chaque tunnel est particulier. C'est quand même un tunnel de 12 km, c'est l'un des tunnels les plus longs au monde. Les embouts qui sont pas raccordables, du matériel qui était obsolète, les fumées qui ont été poussées à l'envers de ce qu'il aurait fallu faire, un manque de coordination. On a tardé à baisser les barrières de péage quand c'est arrivé, un manque de dialogue et de communication entre la partie italienne et la partie française. En gros, on avait une liste, mais longue comme le bras, et on a pu mettre peut-être... je sais pas, 10-20% de ce qu'on avait dans le documentaire en termes de défaillance humaine ou technique. Mais toujours est-il que voilà, c'est pas le fruit du hasard, c'est le fruit d'une sorte d'habitude tranquillement qui s'est installée et d'une espèce de certitude que tout va bien, on est en sécurité, il n'y a pas besoin d'en faire plus. Globalement, ça va, il n'y a pas eu d'accident depuis longtemps, donc on ne va pas surinvestir sur la sécurité. Et voilà. Donc, en fait, ça pousse à une deuxième chose, une fois qu'on a dit tout ça, c'est de se dire, OK, racontons tout ça, parce que il ne faut pas que ça se reproduise, il ne faut pas que ça arrive, et qu'on sait bien que plus un événement est loin dans le temps, OK, dans les années qui suivent, on fait beaucoup de choses, on se forme, on investit massivement. Mais après, à mesure que le temps passe, là, ça fait 24 ans. Et la vigilance, elle peut retomber, elle peut s'estomper. C'est humain. Mais du coup,
marteler, expliquer, raconter pour se souvenir. Le devoir de mémoire vis-à-vis des victimes, mais aussi se souvenir très concrètement des défaillances pour ne pas que ça se reproduise aujourd'hui. Bah oui, on pensait que c'était hyper important et ça l'est pour les proches de victimes qui nous l'ont dit beaucoup, ou même le pompier de Chamonix, Guy Salvetti, qui est dans le documentaire et qui conclut le documentaire comme ça et qui dit, voilà, ça fait 24 ans, il ne faut pas que la vigilance s'estompe et elle peut avoir tendance à s'estomper, que ce soit au tunnel du Mont Blanc ou dans d'autres tunnels, parce que ça fait très longtemps qu'il n'y a pas eu un drame comme celui-là. Lucille Berland, dans votre documentaire sur l'incendie du tunnel du Mont Blanc, vous avez énormément de témoignages. Vous avez les familles des victimes, vous avez justement le pompier qui a vécu ces journées au plus près, vous avez l'ancien maire de Chamonix, Michel Charlet, vous avez l'ancien président du tribunal de Bonneville. À quel point ça a été facile de recueillir ces témoignages ou c'était vraiment compliqué? Parce qu'il y a encore énormément d'émotions. C'est pas juste ce que vous dites, il y a énormément encore d'émotions. Moi, j'ai été marquée. Moi, j'ai travaillé quelques années plus tôt, en 2017. J'ai consacré quasiment 2 ans de ma vie à travailler sur les attentats de 2015. Et donc, à l'époque, on était seulement 1 an et demi après les attentats. Et donc, forcément, c'était encore extrêmement... la charge émotionnelle était hyper forte. Et là, 24 ans après, je vous avoue que pour ce drame du Mont Blanc, je ne m'attendais pas à ce qu'il y ait encore autant d'émotions. Vous avez des gens d'une sincérité et qui ne feignent rien. Et pour autant, qui versent des larmes 24 ans après encore dans une interview. Et c'est pas du fake, c'est pas pour surjouer. C'est des gens qui sont intimement, profondément marqués. Le président du tribunal, qui depuis a jugé des dizaines, voire des centaines d'affaires, et le commissaire de la section régionale de police judiciaire de Lyon à l'époque, Éric Voulminot, qui témoigne aussi, tous les deux m'ont dit que c'était l'une des 2, 3, 4 affaires de leur carrière, alors que ça fait 30 ans qu'ils bossent tous les deux ou 40 ans, qui les avait le plus marqués. Donc on est vraiment sur quelque chose d'assez exceptionnel dans une carrière. Et donc, est-ce que ça a été difficile ou pas? Pour certains, ça a été plus aisé. Par exemple, Xavier Chantelot, qui est avocat de profession, qui est le mari de Marie-Ange Chantelot, donc proche de victime. Lui, il est avocat de profession et il a été porte-parole de l'association pendant des années. Donc, il était habitué à parler en public, à s'exprimer à la presse. Mais par exemple, pour Marie-Ange, ça a été beaucoup moins évident. Elle, c'est ses proches très directement qu'elle a perdu. Elle a été énormément marquée. C'est une femme très pudique. Et donc, ça n'a pas été une évidence du tout. Il y a eu pas mal de discussions, d'échanges avant. Je suis allée les rencontrer. On s'est eu d'abord au téléphone, puis je suis allée les rencontrer sans caméra, évidemment. Et c'est en parlant de eux, de ce qu'ils ont vécu sans caméra, et en me demandant ce que moi et ce que nous, avec Mathieu, on comptait faire de ce film, comment on comptait l'aborder, qu'ils ont fini par nous accorder leur confiance. Mais voilà, pour avoir la confiance des gens, il faut du temps et il faut un projet qui leur plaise, qui leur parle, qui soit pas trop racoleur, pas trop sensationnaliste, pas trop dans le pathos non plus. Et j'espère que c'est ce qu'on a réussi à faire. Et il y a une phrase qui l'incarne bien à la fin du documentaire. C'est quand Marie-Ange dit évidemment, on y pense tous les jours. Et elle est au bord des larmes quand elle dit ça. Évidemment, on y pense tous les jours. 24 ans plus tard, on n'oublie pas. Mais quand même, le temps fait son œuvre. Et donc, c'est cette ambivalence des victimes que moi, j'ai vue avec les attentats et qu'on voit dans tous les drames, collectifs ou individuels. C'est qu'à la fois, on est marqué à vie, mais à la fois, il y a une résilience qui est possible et il y a une vie après le drame et on peut se reconstruire et apprendre à vivre avec. C'est possible. Lucille Berland, on revient dans quelques instants avec vous pour justement bien parler des conséquences que ce drame a eu et notamment sur la législation autoroutière et des tunnels de notre pays et même à l'échelle européenne. On revient juste après une pause. Notre invitée encore actuellement à 9h04, 9h24 autant pour moi, c'est donc Lucille Berland. Elle est co-réalisatrice d'un documentaire que vous pourrez donc découvrir sur France 3 en direct. Ce sera à 23h15, mais vous le savez aujourd'hui l'heure est au replay, donc vous pourrez bien sûr le consommer après diffusion. Un documentaire bien sûr qui parle bien de ce drame qui encore parle à beaucoup de gens. On entend même dans le documentaire à un moment, certains disent que ils ne veulent plus passer dans le tunnel du Mont Blanc de peur de rouler sur les morts. Des mots très très forts. On en parle donc avec Lucille Berland parce que oui, on traite évidemment de ce drame littéralement qui a bouleversé une ville, une région, voire même un pays entier et peut-être même un continent, mais aussi l'effet papillon, les conséquences que cela a eu. Et tant mieux bien évidemment.
évidemment, vous allez parler tout à l'heure de catastrophes entre guillemets, bien sûr avec des grands guillemets utiles, parce que cela a eu justement bien des conséquences sur la signalisation et la sécurité dans les tunnels en France et en Europe, Lucille. Oui, exactement. Il y a eu une sorte de raz-de-marée ensuite de rapports, d'enquêtes administratives. Il y a eu l'enquête de police, évidemment, l'instruction avec Éric Voulmineau, puis le procès. Et en parallèle de tout ça, il y a eu, par exemple, on en parle et on l'interviewe dans le documentaire, un député UDF à l'époque, Christian Kert, qui a été diligenté par un office parlementaire composé de députés et de sénateurs, qui s'est dit il faut absolument qu'on envoie quelqu'un faire un audit dans les tunnels français pour aller voir comment ça se passe et pour aller voir si le tunnel du Mont-Blanc, ce qui s'est passé au tunnel du Mont-Blanc, c'est un cas isolé ou si ça pourrait arriver, se reproduire dans un autre tunnel. Et donc, Monsieur Kert a visité une trentaine de tunnels en France. Il a visité aussi quelques longs tunnels à l'étranger, chez nos voisins suisses notamment, en Autriche, il me semble aussi, en Italie. Et cet audit a montré, et il le dit très clairement, sans langue de bois dans le documentaire, qu'il y avait à l'époque, en 99-2000, en 2000, quand il a fait ce rapport, cet audit, énormément de tunnels qui n'étaient pas aux normes et que le cas du tunnel du Mont-Blanc n'était pas un cas isolé. Donc parmi les choses, les éléments qui n'étaient pas aux normes, des équipements obsolètes, des bornes téléphoniques qui ne fonctionnent pas de caméras de vidéosurveillance, pas de service de sécurité, pas de pompiers formés aux exercices. Donc suite à cet audit et suite à ce drame, le rapport de Christian Kert, il a eu de grandes retombées, il y a eu une grande émotion dans l'hémicycle au moment du drame, et donc le rapport a été énormément suivi par les députés et les sénateurs. Et il s'est traduit à 70-80% dans la loi. Il a été repris quasiment en entier, enfin aux 3/4, dans la loi par des mesures très très concrètes qui se sont appliquées donc par la suite au tunnel du Mont-Blanc, mais à tous les tunnels français. Donc, par exemple, l'installation de portails thermiques. Si vous passez régulièrement au tunnel du Mont-Blanc, vous voyez que les camions, sur la droite, vous avez un grand portail sous lequel les camions passent, ont obligation de passer. Pas les véhicules légers, mais les véhicules lourds, parce qu'il y a une pente à 7% avant l'entrée du tunnel du Mont-Blanc, et que cette pente, elle échauffe le moteur des camions, et c'est ce qui aurait d'ailleurs déclenché l'incendie du moteur du camion de Gilbert Degrave le 24 mars 99. Donc ça, c'est des mesures très très concrètes, et comme l'obligation d'exercice également dans ces tunnels-là. Donc ça a eu un impact évidemment en France, et puisqu'on montre dans le documentaire aussi, on est allé en Italie à Rome, voir comment ça se passait du côté de nos confrères italiens, puisque ça reste un tunnel binational et que donc les Italiens ont été aussi très touchés par ce drame. Et l'Italie, je l'ai découvert en faisant ce documentaire, c'est le pays européen où il y a le plus de tunnels. Ils ont énormément de montagnes, et donc pour passer d'un coin à l'autre en Italie, ou de l'Italie à la France ou à la Suisse, il faut passer par un tunnel. Et donc eux, c'est pareil, ils ont revu énormément de tunnels parce que suite à la loi française et au changement de la loi française, il y a eu une directive européenne qui est venue s'appliquer à tous les pays de la communauté européenne, et donc l'Italie notamment. Alors l'Italie a mis beaucoup plus de temps que ses voisins parce qu'elle a énormément de tunnels et que ça représente du coup énormément d'argent d'investir pour mettre aux normes. Mais voilà, sur les galeries de sécurité, sur les caméras de vidéosurveillance, sur les portails thermiques, sur tout un tas, la signalétique aussi, il y a énormément de facteurs qui ont évolué et dans le bon sens. Un drame qui n'a pas été vain car aujourd'hui il y a une législation européenne très très importante sur l'ensemble des tunnels et notamment sur les monotubes comme celui du Mont-Blanc. Aujourd'hui on ne peut plus faire ça, c'est que des bitubes donc qui peuvent permettre une meilleure sécurité. En tout cas on retrouve votre documentaire, ce sera lundi soir 23h15 sur France 3, Tunnel du Mont-Blanc, les leçons de l'incendie. Merci beaucoup Lucille Berland d'être venue chez nous ce matin. Merci à vous. Merci. Merci beaucoup, merci de nous avoir invités.